Je m'intéresse à la botanique de façon scientifique et technique depuis 1960. C'était à Grenoble. J'étais à l'université préparant ma licence de chimiste, mais pour me distraire, j'ai suivi en même temps un certificat de botanique qui était enseigné par un grand botaniste, un spécialiste de la flore d'Afrique du Nord et des Alpes, qui s'appelait Paul Ozinda. Je n'ai pas présenté l'examen parce que j'avais bien suffisamment à faire avec la chimie, mais néanmoins, cela a institué en moi un intérêt profond et de longue date pour les plantes de toutes sortes. Et puis, au début du XXIe siècle, cet intérêt pour les plantes m'a rattrapé. Et j'ai commencé à rédiger des notices sur des plantes avec une périodicité mensuelle. Les gens que cela intéresse peuvent retrouver cela sur la toile, sur mon site pierrelaslo.net, car chaque mois, j'y affiche une plante différente. Je vous parlerai en premier lieu d'une ancêtre du blé, Triticum, qui fait partie des céréales. C'est parmi les plantes les plus anciennes ayant donné naissance à nos céréales d'aujourd'hui. Quand? Pourquoi? Quand nous sommes au 10e millénaire avant Jésus-Christ, où ça? Dans l'île de Chypre. Pourquoi? Parce que Chypre est voisine du croissant fertile, et que le croissant fertile, c'est-à-dire le Moyen-Orient d'aujourd'hui, c'est là que l'agriculture a débuté. Dans les années 90, un groupe d'archéologues français, sous la direction de Jean Guilaine, qui était professeur au Collège de France, qui a enseigné l'archéologie et qui était un grand archéologue, ont découvert dans l'île de Chypre, dans un village, une ferme datant donc du 10e millénaire. Et dans cette ferme, quand ils trouvaient, eh bien je vous le donne en mille, ils ont trouvé une ferme pratiquement identique aux petites fermes de notre temps. C'est-à-dire que les fermiers du néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ, ils pratiquaient l'élevage des chèvres, des moutons, des bovins, bien sûr de la volaille, du porc, et ils avaient non seulement domestiqué ces différents animaux, ils avaient aussi domestiqué des animaux de garde, le chat d'une part, le chien d'autre part. Donc, pratiquement, de ce point de vue de la domestication, aucune différence avec une petite ferme rurale européenne, d'Europe occidentale, des siècles derniers. Si je vous parle de cette ferme de Chypre, c'est parce que l'autre domestication majeure a été celle des céréales, en l'occurrence Triticum, qui était l'ancêtre du blé actuel, d'un blé qui n'était pas aussi gros, grand, vigoureux que les espèces que nous connaissons aujourd'hui, mais qui néanmoins, par l'évolution darwinienne et le croisement avec d'autres espèces de céréales, a donné naissance au blé tel que nous en faisons notre pain et nos gâteaux. Une autre plante dont je souhaite vous entretenir est le châtaignier. Le châtaignier, un arbre qui est connu de tous, un grand arbre qui mesure de 20 à 30 mètres de haut, avec un tronc assez énorme puisqu'il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre. Je ne vous inflige pas la description des feuilles de châtaignier ou des fruits de châtaignier parce que vous avez tous vu cela. Et ce que vous avez probablement vu aussi, c'est en hiver des vendeurs ambulants avec un grill qui proposent dans les grandes villes des châtaignes grillées. Tout cela mérite explication. J'habite l'Aveyron, dans le centre de la France, au sud du Massif central, où subsiste un véritable culte de la châtaigne. C'est-à-dire chaque automne, en ce moment, dans les villages, il y a une fête de la châtaigne pour célébrer
euh, ce fruit qui a sauvé la vie aux Aveyronais vers le milieu du 19e siècle. Vers le milieu du 19e siècle, avec les progrès de la santé publique, il y a eu une véritable famine dans ce département de l'Aveyron. Et si les habitants, dans leur majorité, ont pu survivre, et certains se sont exilés dans des pays comme la Californie ou l'Argentine, c'est grâce à la châtaigne et à ses capacités nutritives qu'ils ont dû de pouvoir continuer à vivre. Je reviens en arrière pour vous parler encore du châtaignier avant de revenir à la châtaigne. Le châtaignier n'est pas un arbre d'Europe occidentale, c'est un arbre qui a été importé, qui a été domestiqué en Europe occidentale à partir de l'Asie occidentale, et cela dans des temps très reculés, vraisemblablement préhistoriques. Le châtaignier, j'ajoute encore, a une longévité qui se chiffre en siècles. C'est un arbre qui peut vivre de 300 à 600 ans, grosso modo, sauf en cas d'attaque par des maladies, comme cela a été le cas en Amérique du Nord, où les châtaigniers ont été dévastés par une maladie originaire d'Extrême-Orient, du Japon plus précisément. La superficie cultivée par les châtaigniers était en France, vers le milieu du 19e siècle, de 600 000 hectares. À présent, on n'en compte plus que quelques dizaines de milliers. Donc une réduction dramatique du fait de la disparition de la nécessité nutritive de la châtaigne. Nous avons bien d'autres fruits et légumes à consommer, sans parler des hamburgers et d'autres produits de dernière nécessité, comme j'aime à les qualifier. J'en viens à présent à la gentiane, ou plutôt aux gentianes. Je vais vous parler de deux espèces de cette plante qu'on trouve dans des lieux absolument magnifiques de nos campagnes. La France est un pays absolument superbe. Je veux parler de deux hauts plateaux, l'Aubrac d'une part et le Vercors d'autre part. L'Aubrac et le Vercors sont des hauts plateaux avec une altitude moyenne entre 1000 et 1300 mètres. L'Aubrac a une économie traditionnelle basée sur la transhumance, c'est-à-dire que des vaches y montent au printemps pour redescendre à la Saint-Martin et y profiter des pâturages que leur offrent les splendides prairies où ces vaches peuvent naviguer grâce à des chemins que l'on appelle des drailles. Bref, l'Aubrac, c'est pas seulement du gros bétail et des prairies, c'est aussi des plantes, des fleurs en particulier. Et les parfumeurs spécialisés dans les essences naturelles comme ceux d'Antibes, viennent se fournir en plantes sauvages en Aubrac. Les fleurs de l'Aubrac ne sont pas uniquement sauvages, il y a également des plantes cultivées, au premier rang desquelles on trouve la gentiane jaune. C'est une plante absolument superbe, impressionnante par ses dimensions. Elle mesure plus de 1 mètre de haut et ne peut pas ne pas se voir grâce à ses fleurs d'un jaune assez éclatant. Ce ne sont pas les fleurs de la gentiane qui donnent naissance à une économie elle aussi traditionnelle. Celles de la gentiane d'Aubrac, ce sont les racines que l'on met à fermenter et de cet alcool de fermentation, on fait un apéritif qui s'appelle gentiane. Vous connaissez certainement des marques comme la Suze ou la Salers, issues de cette gentiane de l'Aubrac. L'Aubrac, j'aurais dû le dire, est un haut plateau car ces montagnes ont été rabotées par la dernière glaciation, par les glaciers venus des monts du Massif central, des monts du Cantal, et qui ont
aplanit de façon spectaculaire toute cette région de l'Aubrac que je ne saurais suffisamment vous recommander d'aller voir si vous ne la connaissez pas encore. Le Vercors, c'est au contraire un massif calcaire et non cristallin qui se trouve aux portes de Grenoble, entre Grenoble et Valence, qui fut un haut lieu de la résistance durant l'occupation, qui s'est d'ailleurs mal terminée parce que les troupes allemandes sont arrivées en planeur et ont massacré les résistants qui s'y trouvaient. Bref, en Vercors, il y a une autre gentiane, beaucoup plus petite, beaucoup moins imposante que la gentiane jaune de l'Aubrac, c'est la gentiane bleue. Cette gentiane bleue, je répète l'adjectif bleu, car elle est tout à fait superbe. C'est un bleu éclatant et d'autant plus que l'altitude est plus élevée. En effet, les pigments bleus qui servent à la plante à se protéger du rayonnement ultraviolet sont d'autant plus fournis, d'autant plus denses que l'altitude est plus élevée. Voilà en ce qui concerne les deux gentianes, la gentiane jaune d'Aubrac et la gentiane bleue du Vercors. Je reprends sur la gentiane. Je tiens à vous lire la traduction que j'ai faite d'un très joli poème d'Emily Dickinson, une poétesse américaine de la fin du XIXe siècle, à propos de la gentiane. Dieu fit une petite gentiane. Elle aurait voulu être une rose, mais échoua, et tout l'été se moqua d'elle. Mais juste avant les neiges, se leva une créature pourpre qui ravit toutes les collines, et l'été se cacha, mais la moquerie continuait. Les gelées la cernaient, le tyran ne viendrait pas jusqu'à ce que le nord l'invoque. Elle s'écria « Créateur, puis-je fleurir ?» Je trouve cela tout à fait adorable. Je vous disais donc que les gentianes, celles de l'Aubrac et celles du Vercors, prospèrent entre 1000 et 1300 mètres sur ces hauts plateaux. Cela pose une question, quelle est l'altitude maximale à laquelle on peut trouver des plantes à fleurs? Et donc, je vais vous dire un mot d'une plante à fleurs qu'on appelle le silène des glaciers, parce qu'on la trouve à des altitudes extrêmement élevées, entre 2500 et 3700 mètres, ainsi que dans des lieux de grand froid hivernal, comme les toundras, celles du Groenland ou du Svalbard dans le nord de la Norvège. À quoi ressemble cette plante, le silène des glaciers? C'est une plante à fleurs, donc elle a des feuilles et des fleurs. Les feuilles sont multiples et servent à constituer un tapis végétal de façon à protéger les fleurs, à les protéger en particulier en accumulant la chaleur venant des rayons solaires. Donc, cela fait une espèce de tapis végétal. On parle techniquement de coussinets. Et ces coussinets, on les trouve un petit peu partout en montagne, dans les Alpes par exemple, jusqu'à des altitudes très élevées, et même à la roche nue, à condition que cette roche ait suffisamment d'humidité pour pouvoir alimenter la plante. C'est là quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qui est tout à fait exceptionnel aussi, c'est que le silène des glaciers, tout à fait bien nommé, a une longévité qui est étonnante, une longévité qui se chiffre non pas en mois ou en années, mais en siècles. Et certains botanistes prétendent que le silène des glaciers peut survivre parfois jusqu'à un millénaire. Donc, d'aspect, vous avez ce coussin végétal vert dans lequel on voit de petites fleurs toutes petites, roses, avec un pédoncule assez court, c'est-à-dire avec une tige assez courte, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier de l'environnement protecteur du coussinet des feuilles. La plante dont je vous cause à présent se nomme, de son nom scientifique, Jacaranda mimosifolia, c'est-à-dire le jacaranda à
feuilles de mimosa. C'est une plante que j'ai appris à connaître au Brésil, qu'on appelle là-bas en portugais le flamboyant bleu, car les fleurs sont d'un bleu assez éclatant, qui n'est pas sans rappeler celui de la gentiane dont je vous parlais il y a un instant. Le nom tout d'abord, jacaranda, quelle est son origine? Son origine est une langue amérindienne, le guarani, que parlait une peuplade du Brésil, décrite par les premiers explorateurs, en particulier des Français comme Lebré. Quelle est l'utilité du jacaranda qui à présent a une importance économique considérable du fait de son bois? Le bois, qui ressemble à celui du palissandre, c'est l'un des bois de rose, et j'en ai un souvenir personnel ému, car lorsque nous vivions au Brésil, entre 12 ans et 15 ans, mes âges à l'époque, donc entre 1950 et 1953, mon père m'a gratifié alors d'une bibliothèque en bois de jacaranda dont je regrette constamment de n'avoir pas pu la conserver lorsque nous sommes revenus en France. En effet, c'est un bois assez compact, assez dur, assez lourd aussi, et rapatrier ma bibliothèque aurait été trop coûteux pour ma famille. En vous parlant du jacaranda, je ne veux pas manquer de mentionner qu'il est surnommé l'arbre à huîtres. En effet, les fruits sont des espèces de gousses qui ont 10 à 20 cm de long et qui ne sont pas sans rappeler les coquilles des huîtres, d'où l'appellation familière d'arbre à huîtres pour ce jacaranda mimosifolia. Et les feuilles du jacaranda sont comparables à celles du mimosa, d'où l'appellation de l'espèce mimosifolia. Ce que je vous montre ici, en une image qui malheureusement est très floue, mais vous trouverez certainement une image plus nette pour agrémenter ce petit exposé, est la fleur nationale de l'archipel des Fidji dans le Pacifique. Fleur nationale surnommée Tajimosia, qui, de son nom scientifique, fait partie du genre Medinilla. Je crois que c'est Medinilla waterhousei, du nom d'un scientifique du XVIIIe ou du XIXe siècle qui a décrit cette plante. Et c'est devenu, à cause de sa splendeur, je le répète, la fleur nationale des Fidji. Fleur nationale, alors qu'on ne la trouve que sur une petite île, Taveuni, de l'énorme archipel des Fidji, qui compte pourtant des centaines d'îles différentes, avec chacune leur flore, leur faune et parfois aussi leur dialecte. Qu'est-ce qui a fait mériter cet honneur à Tajimosia? Le fait qu'elle soit aussi spectaculaire, d'un blanc et d'un rouge éclatants, qui d'ailleurs ont donné lieu à des légendes plus ou moins romancées sur l'origine de ces splendides fleurs. Tajimosia, donc Medinilla waterhousei, du point de vue technique, est une liane épiphyte, c'est-à-dire une liane qui pousse sur d'autres végétaux, sur des arbres en particulier, avec ses fleurs si spectaculaires, en grappes d'une longueur qui s'évalue en dizaines de centimètres et qui sont donc de ce rouge et de ce blanc brillant, éclatant. Toujours à propos de Tajimosia, elle pousse uniquement sur l'île de Taveuni, qui est une île volcanique dans laquelle eut lieu une éruption relativement récente, il y a 1000 ans, qui a laissé un paysage totalement lunaire, dévasté, avec des coulées de lave. On pense un peu à des paysages volcaniques comme autour de l'Etna ou du Vésuve. Et donc, au pied de ces
coulées de lave, on trouve de petites forêts dans lesquelles brille de tous ses éclats cette fleur Tagemosia. J'évoquerai à présent un autre de mes souvenirs du Brésil à propos de Magnolia grandiflora. D'où vient le nom Magnolia et qu'est-il devenu? Le nom Magnolia provient de Pierre Magnol, qui était un médecin et botaniste de Montpellier, qui s'intéressait à la botanique de façon systématique, qui était lié à Carl Linné, et c'est la raison pour laquelle Linné a nommé ce très bel arbre Magnolia en hommage à son ami de Montpellier. Magnol était protestant et ça lui a valu une carrière un petit peu difficile dans la France du roi Soleil, où il n'était pas bien vu d'être protestant, même lorsqu'on était une personnalité en vue comme Pierre Magnol ou le chimiste Nicolas Lemery. Il s'agit d'une des fleurs, d'une des plantes les plus primitives dans toute l'histoire de l'évolution. Elle est suffisamment primitive pour avoir préexisté aux insectes pollinisateurs, aux abeilles en particulier. Et donc, lorsque les abeilles sont apparues, les fleurs de Magnolia se sont adaptées à cette circonstance évolutive et ont sécrété des molécules chimiques attirantes pour les insectes pollinisateurs, pour les abeilles par exemple. L'une de ces substances se dénomme édione et vous connaissez tous l'odeur de l'édione. En effet, dans les années 50 ou 60, un grand parfumeur français, de Grasse, je pense, qui s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, Edmond Rudnicka, a utilisé l'édione dans un parfum commercial qui a connu un succès considérable, qui d'ailleurs continue d'être commercialisé. Il s'agit d'eau sauvage de Dior. À quoi ressemblent les fleurs de Magnolia? Elles sont impressionnantes par leur taille, elles sont impressionnantes par leur aspect, elles sont impressionnantes par leur couleur d'un blanc crémeux. La fleur du Magnolia, elle aussi, est très primitive. Pour vous donner une idée de ce caractère archaïque des fleurs de Magnolia, les étamines et le pistil ne sont pas différenciés. Ces pièces florales sont identiques, très nombreuses dans leur ensemble. Et il existe environ 210 espèces de Magnolia qui se sont diversifiées à partir des formes les plus anciennes. Je vous parle à présent du papyrus. Tout le monde sait que le papyrus a servi de berceau à l'écriture, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, et donc a servi de support à l'écriture, de support qu'on appelait le papier, qui est peut-être quelque chose en train de disparaître à présent que nous avons nos écrans et toute l'électronique qui est derrière. Qu'est-ce que Cyperus papyrus? Le papyrus est une plante herbacée, un roseau qui pousse sur les bords du Nil en abondance et qui donc a attiré l'attention des anciens Égyptiens qui vouaient un véritable culte au papyrus. En effet, ce papyrus fait une espèce de muraille végétale au bord du Nil, au bord de la rivière sur les rives de laquelle il pousse. Ce sont des plantes très hautes et suffisamment rapprochées les unes des autres pour faire un véritable mur végétal. Donc, les anciens Égyptiens ont eu le culte du papyrus et l'ont appliqué à une myriade d'utilisations. Avant d'en venir au papier qui dérive du papyrus, je vais vous dire une petite liste des usages auxquels le papyrus servait pour les Égyptiens. Les Égyptiens, à partir du papyrus, faisaient des nattes, des cardes, des paniers, des tamis, des couvertures, des sandales,
des vêtements et des meubles. Et c'était le matériau de construction aussi pour faire des bateaux et des radeaux. Donc une myriade d'usages. De plus, les Égyptiens avaient, je le répète, le culte de cette plante, le culte du papyrus, qui symbolisait pour eux le renouvellement, la régénération, la survie. Et comme vous savez, l'au-delà était une préoccupation majeure des Égyptiens, d'où en particulier la momification des cadavres de manière à pouvoir les conserver. Comment le papyrus est-il devenu le support de l'écriture et quand le papyrus est-il devenu le support de l'écriture? La seconde question tout d'abord, on parle de 3 ou 4 millénaires avant Jésus-Christ, donc en moins 4000 ou en moins 3000, le papyrus a servi à être revêtu des premières écritures. Et comment le fabriquait-on? À partir de la tige de la plante. La tige était sectionnée longitudinalement. Je le répète, ce sont des plantes très hautes, mesurant plusieurs mètres de hauteur. Donc, aucune difficulté à cela. Et la tige était incisée sur sa longueur et sur sa largeur, de façon à constituer des bandelettes que l'on collait les unes aux autres pour en faire des feuillets d'environ 900 cm², d'environ 30 cm sur 30 cm. Les bandelettes étaient collées ensemble grâce à une gomme végétale que fournit aussi le papyrus. Donc la feuille de papier a quelques millénaires d'âge tel que nous la connaissons et j'espère qu'elle aura une survie certainement pas aussi longue, mais peut-être encore de quelques années, car je suis épris de l'écriture sur des feuilles de papier, qu'il s'agisse de feuilles de copie ou autres. Pour la plupart d'entre nous, les orties sont uniquement une peur enfantine et sans doute infantile. La peur d'être piqué par les feuilles avec leurs poils, c'est le cas de le dire, urticants, qui sont des petites seringues hypodermiques qui vous injectent une dose d'acide formique, une brûlure sur le cou et par après une démangeaison durable. Pourtant, les orties font partie de notre quotidien et de notre environnement le plus proche depuis la préhistoire. Pourquoi cette familiarité de l'humanité avec les orties? En quoi les orties sont-elles économiquement importantes pour l'homme? Un nombre de titres. Les orties sont importantes d'abord pour l'alimentation. En effet, on peut les manger soit vertes, soit cuites, donc en salade ou en légumes. Bien sûr, pour cueillir ces feuilles urticantes, il vaut mieux avoir des gants sur les mains et à ce moment-là, cela devient très facile. Donc, les orties, depuis toujours, font partie de notre alimentation. D'autre part, la tige de cette plante est extrêmement utile car elle sert à fabriquer des textiles. Je vous passe les détails de la préparation, mais on peut tisser les fibres issues de la tige des orties pour en faire des toiles et des tissus comparables pour la douceur à de la soie. Donc, les orties, depuis toujours, je le répète, et j'y reviendrai, les orties servent à faire des tissus qui ont servi de linceul. Les archéologues en ont retrouvé, je crois bien, au Danemark, aux environs de l'an 650, donc dans le haut Moyen-Âge, servant de linceul dans une tombe. Mais les orties servaient à fabriquer aussi des draps de lit, des vêtements. Alors à propos des vêtements, le fait que la tige de l'ortie est creuse et que la tige se retrouve dans toute sa section au sein d'un tissu fait que les tissus
dérivés des orties sont d'excellents isolants thermiques. Et par conséquent, les orties ont servi à faire des uniformes pour les soldats. Déjà à l'époque napoléonienne, certains militaires de l'armée française étaient revêtus d'uniformes fabriqués à partir d'orties. Et beaucoup plus tard, lors de la Première Guerre mondiale et même lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande avait une fabrication à son intention d'uniformes à partir de tiges d'ortie, d'uniformes qui donc protégeaient très bien du froid, ce qui a été un atout lors de la campagne de Russie, lorsque tant Napoléon qu'Hitler ont essayé d'envahir la Russie en dépit de la sévérité de l'hiver russe. Que vous dire encore à propos de l'utilisation textile des orties? C'est qu'elle connaît à l'heure actuelle une renaissance. Si vous allez sur la toile, sur Internet, et que vous tapez dans Wikipédia, par exemple, le mot ortie ou son équivalent anglais nettles, N-E-T-L-E-S, vous trouverez toutes sortes de publicités pour des tissus à base d'ortie et pour des fils aussi à base d'ortie pour les messieurs et les dames qui voudraient faire leur propre tissage ou leur propre tricotage à partir de ces tiges d'ortie. Y a-t-il d'autres utilisations encore des orties? J'en viens aux utilisations de type pharmaceutique et médicinal. Pardonnez-moi de lire quelques lignes. Les feuilles d'ortie sont la principale source des substances chimiques actives, médicinalement parlant. En décoction, c'est-à-dire en tisane, elles sont utilisées comme diurétiques et dépuratifs pour soulager le stress, pour l'hypertension artérielle, contre les douleurs abdominales et pour aider à faire passer les calculs rénaux. Les feuilles écrasées soulagent les entorses, leur jus combat l'incontinence urinaire et, pour citer une autre partie du corps, les saignements de nez. Mais j'en viens à ce qui est sans doute le plus intéressant dans l'utilisation par les personnes, par les populations, des orties. En effet, et cela explique pourquoi on trouve des orties au voisinage immédiat des peuplements humains dans toutes les parties de la planète, les orties favorisent la lactation, tant chez les femmes que chez les vaches. Et je pense que c'est pour cela que la plante a été plus ou moins domestiquée, qu'on en trouve au voisinage de tous les peuplements, de tous les sites. À présent, je voudrais conclure sur l'utilité des plantes à l'humanité. Il y a une utilité manifeste pour la nourriture, pour le textile dont j'ai donné des exemples, mais il y a une utilité peut-être plus importante encore, qui est l'utilité thérapeutique. Je citerai seulement au nombre de ces plantes médicinales l'aspirine. Quelle est l'origine de l'aspirine? Elle vient au XVIIe et au XVIIIe siècle de ce que nombre de populations utilisaient des parties du saule, comme l'écorce, pour en faire une pharmacopée qui était alors une pharmacopée traditionnelle. Là-dessus, la révolution scientifique de la Renaissance et du XVIIe siècle est intervenue. Les chimistes ont commencé à extraire l'écorce du saule, ont isolé ce qu'on appelle l'acide salicylique, en ont fait un dérivé qu'on appelle acétylsalicylique et qui est tout bonnement notre aspirine que nous prenons à l'heure actuelle en doses allant de grosso modo quelques milligrammes au gramme. Le second médicament dont je vous parlerai, issu de plantes, a une importance économique et sociale considérable. Il s'agit du Taxol. Le Taxol, qui est commercialisé en particulier en France sous le nom Taxotere, que l'on doit à mon ami défunt Pierre Potier, est une substance qui provient d'un arbre qu'on appelle Taxus de son nom de genre, c'est-à-dire l'if. Cela a été découvert dans le nord-ouest des États-Unis,
dans l'État de Washington en particulier. Et à l'époque, ce Taxol, qui est un puissant antitumoral que les médecins utilisent aujourd'hui pour guérir les cancers, pour faire la chimiothérapie des cancers dans nombre de lieux hospitaliers. À l'époque, lorsqu'on a découvert la vertu thérapeutique anticancéreuse, anti-prolifération tumorale du Taxol, nécessitait que l'on coupe grosso modo un arbre pour chaque femme traitée par un cancer du sein. Et ce n'était pas possible de continuer ainsi, car cela ravageait une naissance naturelle, cela nuisait à la biodiversité, et en particulier, il y avait non seulement une espèce végétale menacée de ce fait, mais aussi une espèce animale, un vautour tacheté, si mes souvenirs sont exacts. Bref, mon ami Pierre Potier, qui travaillait à l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette, a eu la riche idée d'utiliser non pas les feuilles de l'if, mais les aiguilles de l'if comme source d'un produit chimique qu'il était alors aisé de transformer en Taxol, d'où le nom qui a été donné à cette préparation par Ron Poulenc, la firme qui l'a commercialisé, de Taxotere, qui encore aujourd'hui est utilisé de façon systématique dans les chimiothérapies. Mon ami Pierre Potier, encore lui, a écrit un livre au sujet de la pharmacopée végétale qu'il a intitulé, et je trouve le titre très joli, « La pharmacie du bon Dieu ». Au titre des plantes dans cette pharmacie du bon Dieu, on trouve la quinine, qui est dérivée d'une famille de plantes qu'on appelle Cinchona, C-I-N-C-H-O-N-A, la quinine qui encore aujourd'hui reste l'antipaludique de choix pour lutter contre cette maladie qui encore aujourd'hui, alors que la planète porte 8 milliards d'habitants, est dommageable à quelque chose comme 1 ou 2 milliards de personnes chaque année. La malaria, d'un mot italien qui signifie le mauvais air, n'est pas encore éradiquée en dépit de l'utilisation de la quinine et d'autres molécules chimiques. Que je dise deux, trois mots de la pharmacie et de la pharmacopée. Lorsque j'étais enfant et que nous allions à la cueillette des champignons, avant de consommer les champignons, on les apportait pour les faire examiner par un pharmacien. En effet, les pharmaciens connaissaient suffisamment de botanique pour pouvoir distinguer les champignons comestibles et les champignons vénéneux, ces derniers dangereux pour la santé car ils contenaient des substances nocives. Toujours à propos de mon enfance et des pharmaciens, à cette époque-là, donc dans les années 1940 et 1950, lorsqu'on entrait dans une pharmacie, on se trouvait soudain plongé dans l'univers des anciens apothicaires tels qu'ils ont existé durant des siècles, grosso modo du 9e au 20e siècle. C'est-à-dire que dans ces boutiques d'apothicaires, il y avait de grands pots vernissés, de grands pots de faïence, avec inscrit en latin leur contenu, par exemple aloe vera pour l'un d'entre eux. Mais il y en avait des dizaines qui contenaient des plantes de différents types dont les pharmaciens faisaient un usage thérapeutique. Tout cela a été balayé par l'essor de la pharmacie moderne à partir de l'invention des sulfamides dans l'entre-deux-guerres, à partir de l'invention des antibiotiques durant les années 1930 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Bref, on a eu soudain des médicaments qui enfin étaient bien plus efficaces
que les substances naturelles, que celles provenant de la pharmacie du bon Dieu. Donc j'en termine ici avec cette balade botanique qui nous a amené de plantes brésiliennes comme le magnolia ou le jacaranda à des plantes davantage de chez nous comme le saule ou le châtaignier, ou encore à la gentiane, à l'apéritif qu'on fabrique à partir de la gentiane, et à des plantes d'utilisation médicinale comme le quinquina dont je viens de parler ou le taxotère que j'ai mentionné auparavant. J'espère que j'aurai l'occasion de vous guider dans d'autres balades botaniques ici et là.